Et en tant que le président va venir, c'est là de régler la Présentation du projet MOSFIC, c'est mise en œuvre des standards européens dans la formation des ingénieurs au Cameroun. C'est un projet ciblé sur la formation des ingénieurs au Cameroun. C'est pour ça que j'ai voulu que les étudiants soient là. Ils sont assis là. Parce qu'il faut s'approprier le projet. Okay? Une des faces visibles de l'assurance qualité à l'École nationale supérieure polytechnique, c'est l'accréditation de 4 filières. Génie civil, génie électrique, génie civil, génie mécanique, génie télécom et génie informatique, qui bénéficient d'une accréditation internationale. Donc ce projet vient renforcer ce processus d'assurance qualité au sein de l'École nationale supérieure polytechnique. C'est-à-dire que bientôt, là, en 2019, il sera question de renouveler, par exemple, les accréditations que nous avons eues. Vous voyez, il est question de non seulement de les renouveler, mais de présenter les filières qui n'étaient pas passées la dernière fois. Au nord, c'est l'Université de technologie de Troyes, en France, qui porte le projet. La faculté polytechnique de l'Université de Mons, en Belgique, et l'Université de Sofia, en Bulgarie. Les trois travaillent donc avec l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, l'Institut Saint-Jean de Yaoundé, l'Institut du Cap-Ucam de Douala, ici présents tous. Ok, voilà. Et le but de tout cela, c'est d'arriver à ce que tous bénéficient des accréditations, comme l'École nationale supérieure polytechnique aussi. Okay. Et donc ici, évidemment, pour présenter ce projet, nous avons pensé au niveau du Cameroun, il y a la direction des accréditations et de la qualité au ministère de l'enseignement supérieur. Le directeur, le professeur Peignem, il est ici représenté par M. Bidon, qui a bien voulu nous faire l'honneur d'être présent ici, pour parler au nom du ministère de l'enseignement supérieur, de la direction des accréditations et de la qualité. Nous avons donc l'Institut Saint-Jean, ici au plus haut niveau, hein. Le père Jean-Hervé qu'on connaît très bien, vous le connaissez, non? Hein? Voilà. Patrick Thomas, directeur adjoint, d'accord. Et l'Institut UCAM, avec le directeur Mathieu Boubin, qui est ici présent, okay. Et Martial Adian, qui est là. Voilà. Donc, voilà les trois partenaires au sud qui sont bien présents. Donc, quand les gens voient Erasmus, ils pensent tout de suite à la mobilité étudiante. Mais ici, il ne s'agit pas de la mobilité étudiante, mais dans même temps de la mobilité enseignante. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque établissement va envoyer 3 enseignants en immersion dans les établissements du Nord pour voir comment ce processus se déroule là-bas. Et ensuite, une fois revenu, il sera question de voir comment implémenter un certain nombre de choses aussi.
Donc pour l'École nationale supérieure polytechnique, par exemple, c'est Madame Chana qui va aller en immersion. Docteur Foucault, hein, vous connaissez, non? Voilà. Et deux Tapou ici présents. Les trois qui iront sur l'animation pour revenir. Donc on vous regroupera encore en interne pour la suite. Pour la suite. Vous devez vous approprier de tout ça, l'assurance qualité. Okay. Voilà. Donc je vais passer la parole au professeur Loura pour l'ouverture. Je dirais, pour ce qui concerne Polytechnique, que nous avons une tradition dans la révision de nos programmes depuis de longues années, hein, sous les instructions du ministère, avec une périodicité qui est de 3 ans à chaque fois. Donc tous les 3 ans, nous sommes dans ce processus-là de révision des programmes. Et pour ce qui concerne Polytechnique, nous avons l'industrie qui est un acteur fondamental de nos programmes, dans la mesure où c'est l'industrie qui utilise nos produits. Et nous avons également, dans la prise en compte de la révision de nos programmes, les exigences des différentes formations que nous dispensons ici. Quels sont les enseignements, la compétence que les étudiants ont besoin pour répondre à une formation, à une spécialité donnée. Donc ça, ce sont les éléments fondamentaux que nous prenons en considération, qui ont fait au sein de cette école l'objet d'une évaluation par la commission technique des ingénieurs, qui a accrédité certaines de nos formations, la majorité d'entre elles. Et nous sommes repartis dans un processus de révision de ces programmes avec l'appui des différents partenaires, qui sont non seulement des partenaires, mais qui sont également associés à cette révision-là. Et toutes les expertises sont à prendre en considération, avec un but, c'est d'avoir sur le marché camerounais, et je dirais même ailleurs, des ingénieurs qui répondent à un besoin réel exprimé en termes de développement. Ça, c'est le but fondamental. Question corps de métier refuse carrément de reconnaître nos diplômés, c'est-à-dire les diplômés sortis de nos grandes écoles, pour diverses raisons. Peut-être par corporatisme, diraient certains, peut-être aussi pour des raisons objectives d'inefficience de la mise en œuvre de la qualité dans la formation. Si bien que lorsque nous recevons une invitation à partager des moments tels que celui-ci, concernant la mise en œuvre des standards européens au bénéfice des formations d'ingénieurs au Cameroun, cela nous semble valorisant, puisque va dans le sens de ce que nous recherchons depuis quelque temps. Depuis bientôt 6 mois, il a été mis sur pied au sein du ministère de l'Enseignement supérieur une instance dite plateforme de concertation sur l'exercice des professions et des métiers. Cette plateforme permet désormais de permettre des échanges entre, d'une part, les formateurs des professions, certaines professions visées, les professionnels de ces formations et les diplômés sortis de nos grandes écoles. Je suis sûr que vous êtes au courant, notamment les étudiants, des difficultés que connaissent vos camarades de certaines grandes écoles du Cameroun, en l'occurrence la faculté de génie industriel, l'école nationale supérieure polytechnique de Marois, qui hier était l'Institut supérieur Sahel. Ce qui m'amène à dire que de telles instances devraient être multipliées pour que désormais nos diplômés
sortent des grandes écoles avec un standard tout au moins égal à celui qu'on attend des personnes formées dans leur corps de métier. Et nous pensons que pour des systèmes rodés, à l'instar des systèmes français et européens de manière générale, l'implémentation des standards ou des références et lignes directrices dans notre contexte n'a pour rôle que de certifier de la qualité de la formation dans sa multiple variante de gouvernance universitaire. Nous parlons de la gouvernance académique, la gouvernance heuristique, la gouvernance en matière de recherche, la heuristique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi je voudrais saluer, au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et le directeur des accréditations universitaires de la qualité, l'initiative du projet Erasmus plus MOSPIC qui devrait être copié dans le cadre d'autres corps de métier pour que définitivement nos formations obtiennent, ne serait-ce que de manière implicite, des certifications indiscutables. Je voudrais espérer que les échanges que nous allons avoir ensemble à l'occasion de cette rencontre vont nous permettre d'édifier les uns et les autres sur l'importance du paradigme de la qualité et de l'implémentation de l'assurance qualité. Les objectifs poursuivis et le nerf de l'exposé, la recherche d'un système d'assurance qualité adéquat, et tout cela sera clôturé par une toute petite conclusion. Bien, l'importance du dispositif d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui perçu par les acteurs clés de l'enseignement supérieur comme un élément extrêmement important. Le consensus sur le bien fondé d'un tel dispositif semble désormais acquis, mais il existe dans notre contexte beaucoup d'interrogations. Quelle est la nature des systèmes à mettre en place concernant notamment l'articulation des nouveaux systèmes avec les mécanismes existants de régulation de la qualité, les conditions d'admission des étudiants dans les grandes écoles ou encore les conditions d'accès de promotion à la carrière enseignante. Mais cela n'était pas fait selon les règles qui sont demandées par les professionnels de la qualité. Après cela, nous avons constaté des mutations et le contexte que connaît l'enseignement supérieur ont suscité des interrogations sur la pertinence et la fiabilité du modèle traditionnel d'assurance qualité. C'est pourquoi je vais vous parler rapidement du contexte de nos études, de notre système d'enseignement supérieur. Ce contexte se présente sur la base d'un certain nombre d'éléments. Il y a d'abord la croissance de la demande sociale. Pour ceux qui suivent les statistiques, la population estudiantine du Cameroun est passée de 50 000 en 1991 à près de 500 000 en 2018. Il y a ensuite la privatisation de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur privé est actuellement une composante à part entière du système, de notre système d'enseignement supérieur, puisque nous comptons aujourd'hui près de, ou alors exactement, 235 instituts privés d'enseignement supérieur. Il y a ensuite la perception croissante de l'enseignement comme un bien privé. Aujourd'hui, ceux qui entrent dans la promotion de l'enseignement supérieur engrangent d'énormes bénéfices. Cela est un avantage, mais cela est aussi un inconvénient, parce que
on peut être porté à poursuivre les objectifs de bénéfice au détriment de la qualité. Et d'ailleurs, certains auteurs pensent aujourd'hui qu'il faille parler, au lieu de parler de promoteurs éducatifs pour ceux qui créent les instituts d'enseignement supérieur privé, au lieu de parler de promoteurs éducatifs, on parle plutôt d'entrepreneurs éducatifs parce qu'au fond, on voit qu'il y a une forte recherche du profit qui peut mettre à mal la qualité de la formation qui est dispensée en direction des clients qui sont les étudiants. Il y a ensuite la dérégulation des gouvernements, du rôle des gouvernements. De plus en plus, c'est dans l'air du temps, la libéralisation, la décentralisation, on voudrait laisser de plus en plus de liberté aux promoteurs et même aux responsables des établissements d'enseignement supérieur pour qu'ils gèrent assez librement et sans faire l'objet d'une tutelle pesante de l'administration centrale qui est représentée par le ministère de l'enseignement supérieur. Et lorsqu'on laisse la liberté, vous savez, aux promoteurs, aux responsables des établissements, il y a de fortes chances qu'il y ait des dérapages. Il y a donc tous ces éléments qui font que, auxquels s'ajoute justement la mondialisation ou l'intégration régionale. La mondialisation conduit à un niveau de mobilité sans précédent pour les étudiants. Et selon les statistiques de l'UNESCO, l'Afrique est la région où la mobilité des étudiants et même des enseignants en direction des pays étrangers est une des plus fortes, avec près de 4,9% à travers les autres régions du monde. Ce sont des statistiques de l'UNESCO en 2012. Évidemment, l'Union africaine suivant en cela l'Union européenne soutiennent la création d'un espace africain d'enseignement supérieur par l'harmonisation de la structure des qualifications. Et il y a enfin les opportunités de coopération. Il existe des organismes partenaires qui financent autant que possible la formation et encouragent l'accompagnement et la mise en œuvre, la mise en place de l'assurance qualité. Cette situation décrite conduit les autorités camerounaises à se demander si leur structure traditionnelle de régulation de la qualité était toujours valable, ou si elle ne devrait pas créer de nouveaux mécanismes d'assurance qualité. C'est à cette question que nous allons répondre, mais voyons rapidement les objectifs poursuivis par ce bref exposé. Il y a les objectifs généraux qui essayent de contribuer au développement des pratiques d'assurance qualité au sein du système d'enseignement supérieur camerounais, favoriser le développement d'une culture de la qualité au sein de la communauté universitaire locale. Qu'il faut utiliser l'assurance qualité dans le cadre des systèmes caractérisés par une croissance et une diversification rapide, ou encore renforcer les capacités de gestion interne des établissements pour l'amélioration de la qualité. L'objectif de cette rencontre qui est organisée par Erasmus+, en collaboration avec l'école polytechnique, est de voir dans quelle mesure les normes, les standards européens d'enseignement supérieur peuvent être mis au profit de la formation des ingénieurs camerounais. Et vous comprenez que c'est la raison pour laquelle la maison hôte de cette cérémonie est l'École nationale supérieure polytechnique. Voilà globalement l'objectif principal de cette rencontre. Oui, l'objectif est énorme. Vous savez, le paradigme d'assurance qualité au Cameroun
n'est plus un secret aujourd'hui, constitue l'une des pierres angulaires des politiques publiques du ministère de l'Enseignement supérieur. Or, parler d'assurance qualité revient à parler de l'évaluation, de l'accréditation et de tous les mécanismes qui permettent de mettre en valeur une meilleure formation des étudiants. Nous pensons donc au terme de cette rencontre, les étudiants qui sont majoritairement invités comprendront qu'il est question que désormais les normes européennes, les standards européens de formation dans l'enseignement supérieur puissent être mis en œuvre à leur profit pour que, à défaut d'un mécanisme d'accréditation local ou international, qu'ils puissent être facilement reconnus partout où ils pourront aller à travers le monde faire valoir leurs compétences. Voilà l'objectif principal de cette rencontre. Et ça me permet de dire aussi que cette rencontre s'adresse également aux enseignants et aux administrateurs, aux gestionnaires de l'établissement, des établissements de formation des ingénieurs, puisque les normes dont il est question, les normes européennes de formation de l'enseignement supérieur dont il est question, ne concernent pas seulement l'enseignement au sens strict du terme. Il s'agit de mettre en œuvre un ensemble d'éléments de la gouvernance qui font de l'ingénieur désormais un homme total, un homme qui est doté d'un savoir-être et d'un savoir-faire, de sorte que soit mise en œuvre, soit intéressée la gouvernance académique, la gouvernance holistique, la gouvernance heuristique, la gouvernance managériale, ainsi de suite, dans la formation qui leur est dispensée. Le processus d'assurance qualité, c'est un processus qui vise la qualité, aussi bien au niveau des étudiants, des enseignants, que des entreprises. Pourquoi? Parce que si les enseignements sont dispensés suivant une qualité, suivant une certaine qualité, on aura de très bons produits à la sortie. Et ces produits sont très bons parce qu'ils serviront très bien dans les entreprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité par exemple le JICAM, le secrétaire exécutif du JICAM, qui a délégué quelqu'un pour représenter le JICAM. Parce que le projet consiste en quoi? Le projet en lui-même, c'est arriver à définir des standards de qualité dans la formation d'un ingénieur. Qu'est-ce qu'on voudrait comme profil d'un bon ingénieur capable de s'insérer aussi bien sur le plan national que sur le plan international? Et ce processus a été lancé à l'École nationale supérieure polytechnique depuis un certain nombre d'années, pratiquement depuis 2015 que nous avons contacté deux agences d'accréditation internationale, en l'occurrence la commission des titres d'ingénieur et le Haut Conseil pour l'évaluation et la recherche dans l'enseignement supérieur, le HCRS. Donc la commission des titres d'ingénieur, après avoir évalué les formations à l'École nationale supérieure polytechnique, a conclu que les ingénieurs de l'École nationale supérieure polytechnique, leur diplôme était valable en France. Sur le territoire français, le diplôme d'ingénieur à l'École nationale supérieure polytechnique est valable. Et lorsqu'ils y vont, ils peuvent directement s'inscrire en thèse. Ça fait en sorte qu'un ingénieur qui est formé ici, lorsqu'il arrive à l'extérieur, on n'a plus besoin de dire, mais au fait, vous êtes formé suivant quel type de standard? Est-ce que vous pouvez nous être utile? Parce que ce standard-là est garanti de manière internationale, donc ils peuvent s'insérer beaucoup plus facilement. Et ce n'est pas un processus figé, il est évolutif, c'est-à-dire que le JICAM peut par exemple vouloir réorienter. Quel produit est-ce que le JICAM veut sur le marché dans 5 ans, dans 10 ans? S'il réoriente, on verra comment prendre cela en compte dans la définition des programmes d'enseignement au niveau de l'École nationale supérieure polytechnique. C'est pour ça que dans le cadre de ce projet, on envoie 3 enseignants en immersion en Europe. On envoie 3 enseignants en immersion à la faculté polytechnique de Mons en Belgique. On envoie à l'université de technologie de Troyes
et un autre à l'université de Sofia. Ils vont en immersion, ça veut dire qu'ils rentrent dans ces systèmes-là pendant 3 mois. Ils voient comment est-ce que ces établissements fonctionnent en termes d'assurance qualité. Et lorsqu'ils reviendront ici, on fera le point et on va croiser avec ce que nous également nous faisons et ça va nous permettre d'aller, d'implémenter ce qu'il pourrait y avoir comme gap et d'accroître la qualité au niveau de la formation des ingénieurs ici. Du coup, c'est un processus qui est évolutif. Donc ce projet que nous présentons aujourd'hui soutient en fait les efforts qui sont faits dans ce sens. Parce que jusqu'ici, c'était soutenu uniquement au niveau du budget de l'École nationale supérieure polytechnique et du Centre d'excellence en technologie de l'information et de la communication. Mais ce projet va apporter des financements en plus pour pouvoir faire voyager les enseignants, implémenter le processus au niveau de l'école. Par exemple, là, on a lancé au niveau de l'école une refonte des programmes pour prendre en compte les nouvelles recommandations du GICAM et autres. Donc, cette refonte des programmes fait qu'il y a des commissions au niveau de chaque département qui travaillent. On va ensuite remonter au niveau central. Et il faudra évidemment se retrouver quelque part pour faire la synthèse de tout ça. Donc, tout ça a un coût. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'État pour faire tout ce travail-là. Donc, ce projet vient effectivement appuyer les efforts dans ce sens. Ok, d'abord, je vais commencer par remercier le professeur Tewa au bout de cette initiative. Parce que vraiment, nous qui sommes élèves ingénieurs, c'est déjà intéressant d'être reconnus, surtout par les accréditations françaises. Parce que beaucoup d'entre nous avons pour ambition, après les études, ou pourquoi pas pendant les études, d'aller continuer notre formation en France ou bien dans d'autres pays européens. Donc on pourra déjà ici en 4e année, continuer là-bas en 4e année, que de retourner peut-être en 3e année ou en 2e année et on perd des années en plus. Donc ça nous permet d'être reconnus dans les standards internationaux. Donc c'est déjà intéressant pour nous, élèves et ingénieurs. Et aussi pour le travail. Dans le cadre du travail, ce sera intéressant pour les entreprises, les multinationales qui préfèrent recruter des élèves qui ont été formés à l'étranger. Nous ici, en étant à Polytechnique du Cameroun, on pourra compétir à leur hauteur. Donc nous sommes à des standards internationaux, ce sera déjà intéressant. Nous sommes avec l'UTT, j'allais dire un peu peut-être les premiers demandeurs, si je puis dire, de cet accompagnement. L'intérêt et tout, il est tout simplement dans la formation de qualité. Voyez-vous, non seulement nous avons besoin d'enseignement supérieur aujourd'hui au Cameroun, et il y a beaucoup d'étudiants qui en ont besoin, mais ils ont surtout besoin d'un enseignement efficace qui leur permette de trouver du travail ou, j'allais dire, de créer eux-mêmes leur propre structure. Et pour cela, il faut être extrêmement efficace et donc coller aujourd'hui à l'évolution de la technologie, à l'évolution de ce que demande la société et de ce que demande surtout, évidemment, le milieu entrepreneurial et le milieu des affaires. Donc, dès le point de départ, nous avons voulu être accompagnés d'abord par, évidemment, Polytechnique et puis aussi par des universités internationales pour que nos étudiants puissent profiter d'une formation qui soit la meilleure possible et qui soit la plus dynamique possible aussi, la plus réactive par rapport non seulement au marché du travail et de l'emploi, mais aussi tout simplement au marché, j'allais dire tout court, au marché dans les TIC, puisque nous nous sommes placés dans les TIC comme école pour l'instant. Donc il nous fallait absolument, et c'est vital pour nous, que l'étudiant soit armé avec les bonnes armes pour non seulement trouver de l'emploi, mais évidemment aussi être capable de faire les tâches qui vont lui être demandées, être capable même d'innover, peut-être de créer des entreprises, de créer des nouvelles initiatives au niveau de ses compétences, et ainsi donc trouver dans la formation que nous prodiguons, eh bien j'allais dire un plus qui les intéressent et qui font qu'effectivement les étudiants seront intéressés et gagneront à être étudiants chez nous. Nous sommes dans le privé, donc nous n'avons pas de droit régalien. Si nous n'avons pas des gens intéressés à venir chez nous, évidemment, eh bien nous n'existerons plus. Nous existons par nos étudiants. Les étudiants, ils viennent si ils y trouvent un intérêt. Et leur intérêt, c'est tout simplement
l'opérationnalité de la formation qu'ils reçoivent. Et donc il nous fallait forcément garantir une formation de qualité et adaptée au marché du travail, encore une fois, et tout simplement au marché des affaires, au marché de la technologie d'aujourd'hui. Qui soient habilités à descendre dans les différents IPES, pour lesquels nous on est privé, et qu'ils puissent constater de ce qui est fait et pouvoir s'enrichir aussi de ce qui est fait ailleurs, dans des établissements également privés. Donc, et je pense que la CTI, puisqu'on va parler de la commission des titres d'ingénieurs française, c'est un des sujets qui nous occupe avec le projet MOSFIC, est un bon exemple de... Bon, c'est une des façons de mener une assurance qualité au niveau des écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il y a plusieurs formes, mais en tout cas, ce que j'ai compris de la forme que ça prend et de la force que ça peut avoir, c'est qu'on retrouve au sein de cette institution des représentants de différentes écoles qui s'enrichissent justement des différentes pratiques et qui arrivent à force de consensus de faire émerger en fait l'essence de ce que devrait être une école, le bon fonctionnement d'une école pour aboutir à de bons ingénieurs derrière. En fait, le processus par écrit, c'est ça le dossier que demande la CTI, et comment on l'applique après dans les faits au travers d'interviews et qu'on constate qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des problèmes, forcément il y en a, et quel est le niveau de gap entre voilà, la théorie et la pratique. Donc, pour dire quelques mots par rapport à mon expérience depuis celle de Lucas Kikam, bon, déjà, pour ceux qui connaissent pas forcément bien l'histoire, c'est le groupe ICAM, l'école d'ingénieurs française, qui est venue en 99 à peu près pour commencer à discuter avec l'UCAC, qui recherchait un partenaire pour monter un institut technologique. D'ailleurs, ça s'était appelé un institut supérieur de technologie d'Afrique centrale au démarrage. Et c'est d'avoir trouvé en fait le bon niveau de partenariat entre une université déjà implantée, déjà reconnue, qui a déjà une assise institutionnelle et juridique, et puis cette école d'ingénieurs qui vient du coup essayer d'adapter une manière de former un ingénieur avec un contexte local. C'est un pari, je pense, qu'on a réussi, puisque ça fait 16 ans qu'on forme des ingénieurs avec 11 promos qui sont sortis et à peu près 500 ingénieurs qui sont sur le marché. Et c'est là où je voudrais partager un peu ce que moi je trouve comme enjeu dans ce qui nous préoccupe, qui est ok, on a transposé une formation de niveau, donc nos ingénieurs sont censés être du même niveau que les ingénieurs français, mais comment on le fait reconnaître ça en fait, parce qu'on voit toujours un décalage entre l'ingénieur français et l'ingénieur qui peut sortir de nos écoles ici. Et d'accréditation, récemment justement, je pense que ça date de quelques années, l'État français a voulu faire le tri dans ces IPES, puisque c'est ici que la commission les appelle les IPES, en créant un label de reconnaissance des instituts supérieurs privés d'intérêt général, donc le label ESPID, qu'a obtenu l'ICAM. Là on parle d'audit plutôt sur le côté financier, pour s'assurer de la bonne, quelles sont les utilisations des ressources et d'un éventuel résultat financier. En l'occurrence, il se trouve que pour l'ICAM, tout le résultat est réinvesti dans le fonctionnement de l'association, de l'institut. Alors, pour parler de Erasmus, puisque si j'ai bien compris l'intitulé aussi, j'ai lu l'Erasmus Day. C'est la première fois que je découvre. Il se trouve que moi, je ne viens pas de l'enseignement supérieur. Hein. Je suis ingénieur ICAM de Lille, de Lille, promo 2001. Donc j'ai à peu près 16-17 ans d'expérience plutôt dans le monde industriel. Et je rejoins maintenant l'enseignement supérieur. Le français fait minimum 6 mois à l'étranger. C'est devenu non plus une pratique marginale où c'est les 10% choisis qui ont la chance de pouvoir partir,
mais c'est devenu un standard de plus en plus dans les écoles d'ingénieurs ou de business school. C'est indispensable, c'est même obligatoire de faire la case internationale. Et donc, ça pose la question, nous, ici, les instituts camerounais, comment on arrive à créer plus de passerelles et plus d'ouverture pour qu'on puisse garantir à nos étudiants davantage d'ouverture internationale et d'opportunités. Alors nous, modestement, avec le groupe ICAM auquel on fait partie, on a organisé un échange étudiants, donc c'est vraiment autant d'étudiants africains qui partent sur les sites ICAM que d'Africains qui arrivent sur Douala. Et c'est 12 par an, 10-12 par an, sur à peu près une centaine d'étudiants qu'on a par concours. Donc on revient sur le ratio dont j'ai parlé tout à l'heure de 10%. C'est étonnant. Donc on peut se dire que on a initié un processus, c'était en 2010, on a déjà 40 Africains qui sont partis sur le site français et 40 Français qui sont venus à Douala. Et on veut le poursuivre puisqu'on met en place aujourd'hui un nouveau programme international basé sur cette expérience qui fait que ça a fonctionné et que les étudiants français se sont aussi retrouvés. En général, ce genre d'échange fonctionne avec le bouche à oreille. C'est les premiers qui disent bon bah finalement c'était bien, qui encouragent les suivants. L'expérience justement ont les ingénieurs français, ont la chance d'avoir les ingénieurs français, d'avoir eu la case internationale, l'anglais peut-être présent puisqu'on a été à l'international. D'une part, on a réussi à s'adapter, donc s'adapter dans un autre contexte, donc on sait qu'on va mieux s'adapter en entreprise, voilà, c'est une compétence qu'on a acquise. Et d'autre part, on s'est mis dans une dynamique de non plus voir seulement notre pays, mais de s'ouvrir au monde et finalement de dire, bah, oui, moi, Camerounais, je peux aller travailler en Côte d'Ivoire, je peux aller travailler demain en Afrique du Sud. Alors après, il y a des histoires de visa entre pays africains, nous on le vit puisqu'on a des entreprises multinationales qui commencent à nous demander de faire voyager des étudiants en Tanzanie, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Alors avec l'Afrique de l'Ouest, ça va à peu près, mais alors dès qu'on part de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, les visas pour des ressortissants CEMAC, c'est très compliqué. On interagit au Congo, au Tchad également fortement. C'est la diversification de l'économie. C'est passer d'une économie de rente. Au Cameroun, cette diversification elle est très bien amorcée. Donc on est sur le pays phare de la sous-région, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ces ingénieurs-là, c'est vous demain qui allez construire l'économie du pays. Je veux dire, avec des économistes, des businessmen aussi, il en faut. Mais il faut des ingénieurs qui soient innovants, qui ne soient pas du coup câblés uniquement multinationales. Sinon, les multinationales, c'est les intérêts internationaux et ce n'est pas les intérêts des pays, de vos pays. C'est les PME camerounaises qu'il faut développer. Et ça, nous, j'avoue, avec CAC on a voulu d'abord se focaliser sur le besoin des multinationales parce que voilà, on est nouveau, l'ICAM a l'habitude de travailler également avec des grands groupes français, donc c'est bien, on s'introduit au Cameroun, enfin en zone CEMAC grâce à ces entreprises-là, avec ces partenariats-là. Et aujourd'hui, on doit aller plus loin et on doit aller vers davantage de capacités entrepreneuriales de nos ingénieurs. Et derrière, penser également à un troisième cycle assez rapidement, puisque moi j'ai deux étudiants français, c'est vraiment un des enjeux majeurs. De toute manière, la commission CTI va regarder ça également, ce qu'on peut faire en termes même de sensibilisation au développement durable. J'ai vu que cette question-là, le CTI était mentionnée. Voilà, on forme à la mécanique, à l'électricité, tout ça, mais la question centrale devient de plus en plus centrale de l'environnement et du développement durable. Est-ce qu'elle est vraiment transcendante dans tout
toutes nos formations, est-ce que les étudiants s'approprient cette problématique majeure pour le public. Pourquoi il y a le deuxième élément en fait, intéressant sur la mise à niveau, je parlais, le premier objectif c'est l'étudiant africain. Deuxième objectif, pour moi, c'est continuer à rendre attractif notre campus pour les étrangers. Justement, si on veut pouvoir avoir plus d'échanges, ben, il faut pouvoir être attractif pour les étudiants des autres universités, notamment aujourd'hui, nous, on a ce petit échange avec les campus français. Et en fait, on va avoir, le groupe ICAM va avoir, il y a déjà l'Inde, l'université de Loyola jésuite de Chennai qui a rejoint le ICAM. Il y a l'université de Recife jésuite qui va rejoindre aussi le ICAM en novembre. Et on va normalement pouvoir permettre à des Africains de partir en Inde, de partir au Brésil, plus seulement en relation avec l'Europe. Et on va accueillir des Brésiliens et des Indiens. C'est le gros challenge interculturel, puisque, comme je disais, les échanges se font, l'attractivité d'échanges se fait de bouche à oreille par la suite. Donc les premiers, on va bien les chouchouter, on va bien les accueillir, parce que c'est sûr que si on arrive à attirer davantage d'échanges, on aura plus de place de l'autre côté. Donc pour moi, c'est ça le deuxième gros enjeu, de s'assurer qu'on a le même niveau de standards internationaux, on atteint un niveau d'attractivité de nos étudiants. L'ICAM a présenté dans son renouvellement de l'accréditation CTI, qui est tous les 6 ans, pour une école qui est un peu mature dans le processus, elle a proposé d'accréditer l'ensemble des formations en même temps, que ce soit en France ou sur les campus étrangers. Voilà. Alors, pour moi, j'ai 3 enjeux par rapport que je relève un peu par rapport à cette ambition d'accéder à l'accréditation, parce que je sais que l'audit n'est pas facile et qu'il va falloir qu'on soit à la hauteur et qu'on soit bien préparé. La première, c'est comment s'assurer qu'on est bien formé, nous, personnel. On a eu un débat la semaine passée, je crois, journée de l'enseignant, avec un sujet qui est donné par l'UNESUP, le droit à l'enseignement, à une éducation de qualité, nécessite-t-elle le droit à un personnel qualifié. Voilà. Donc justement, on était en plein dedans, on se posait la question, comment on s'assure que nos enseignants, en l'occurrence, ont suffisamment de capacité à se mettre à niveau, à dispenser un enseignement de qualité. Famille Mandela, 4e année au département de génie industriel. J'aimerais savoir quelles sont exactement les filières que propose l'UCAM. La filière, c'est ingénieur généraliste par apprentissage, donc c'est le génie industriel, parce que l'ingénieur généraliste, c'est pas très répandu. C'est une marque de fabrique française, le généraliste. Et du coup, on centre sur du génie industriel avec la mécanique, l'électricité, l'automatisme, ces domaines-là. Et on s'est lancé dans l'apprentissage, c'est-à-dire à partir de la 3e année, donc le début du cycle ingénieur, trouver une entreprise qui va accueillir toute la période de stage. Comme ça, on bâtit en fait la formation de l'ingénieur avec une entreprise partenaire. Donc ça, c'est la formation historique qui a 16 ans d'existence. On a ensuite une licence master qui a été mise en œuvre également historiquement avec le souhait mon frère de former des techniciens également. Donc on avait lancé une licence de maintenance industrielle, d'abord BTS puis maintenance industrielle. On a lancé un master génie des procédés dans la foulée, dans la continuité en fait de cette licence. Enfin, il y a l'informatique avec le CESI-EXIA, ce que j'ai expliqué, la franchise qu'on a avec cette école française en direct. Et puis, la dernière formation que je parlais, c'est le parcours international, où là, on reprend le profil d'ingénieur généraliste, génie industriel, mais avec des modalités d'enseignement très très différentes, puisqu'on se lance dans ce qu'on appelle la pédagogie active, les PBL, problème Besler, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on n'est plus sur l'apprentissage, on est sur d'autres modalités d'enseignement dans cette formation.
En réalité, le thème en fait qui nous réunit en fait, je crois qu'il est question en fait de l'amélioration de la formation de l'ingénieur. Dans votre exposé tout à l'heure, c'est vrai qu'il était intitulé en réalité Erasmus plus NOSFI, mise en œuvre des standards européens. Et je me demande, en essayant de mieux former, de mieux préparer nos ingénieurs, on regarde en fait les échanges qu'on peut avoir avec ce qui se fait de mieux à l'extérieur. Mais en fait, on reste entre guillemets universitaires. Pourquoi à un moment donné, on n'essaye pas d'introduire les entreprises locales dans le processus de formation de nos ingénieurs? J'estime que ce volet-là n'a pas été développé. C'est pourquoi je me pose la question. Bon, pour ce qui est, nous des étudiants de Polytechnique, très souvent on remarque que la théorie en fait est notre point fort. Pratiquement, c'est pas toujours ça. Il se pose un problème des qualifications, de la qualification des formateurs. Lorsque un établissement quelconque sollicite une autorisation de fonctionner, il y a un minimum de prérequis qu'on leur demande, parmi lesquels la qualification des enseignants. Et spécialement s'agissant des établissements à vocation professionnelle, je vous ai parlé des lignes directrices en matière de professionnalisation. Ces lignes directrices prévoient ou imposent à tous les établissements de formation professionnelle un certain nombre d'intervenants professionnels, première chose. Et ensuite, dans les cursus, les normes, les lignes directrices imposent aux établissements un quota horaire déterminé d'intervention en entreprise. Évidemment, il y a un problème de décalage ou de gap entre la théorie et la pratique. Et je ne voudrais pas dire qu'il y en a qui trichent, parce que théoriquement, beaucoup d'établissements qui demandent, ou de postulants qui demandent l'autorisation de fonctionner, proposent dans leur fiche technique, présentent dans leur fiche technique toutes ces caractéristiques. Ils diront que, par exemple, pour former des architectes, nous avons sur un module, sur un semestre qui a cette unité d'enseignement, 4 professionnels, donc 4 architectes. Ils disent que nous avons des entreprises d'accueil, des cabinets d'architectes qui sont déjà agréés par l'établissement. Mais il se trouve que dans la pratique, parfois, il y a un décalage. Et c'est à ce niveau que se trouve la tricherie, de manière à ce que les qualifications ou les éléments présentés lors de l'accréditation ou l'autorisation ne sont pas toujours vérifiés lorsque nous passons sur le terrain pour les évaluations et pour les inspections. Et ça pose un problème. Et c'est la raison pour laquelle, et je reviens là-dessus, qu'il a été proposé lors du conseil d'établissement de l'année 2017 qu'il soit mis sur pied une commission nationale d'accréditation qui pourra veiller au quotidien à la mise en œuvre des références et lignes directrices en vigueur en matière de professionnalisation. Pour le moment, c'est le ministère qui, tant bien que mal, essaye de vérifier que les spécifications qui ont été indiquées au moment de la demande d'ouverture ont été respectées. Mais vous savez, le ministère, c'est beaucoup d'activités et nous ne pouvons pas garantir que de manière quotidienne, ces vérifications sont faites. Mais c'est une bonne question dans la mesure où la question est sur la table du ministère. Et il faut bien que si on aspire à une professionnalisation réussie, que ces aspects soient régulièrement contrôlés et que ceux qui ne s'y
conforment pas puissent recevoir la sanction qui est prévue. Notamment qu'il y ait un quota de professionnels qui interviennent dans la formation et ensuite qu'il y ait des entreprises témoins qui permettent aux étudiants d'aller se frotter à la réalité et de témoigner donc de cette connexion entre la théorie et la pratique. L'intervention là est multiforme. Hein. Dans la définition des programmes, ce qui est tout à fait normal, à savoir que vous êtes destiné à aller travailler, certains d'entre vous, dans ces entreprises-là, c'est tout à fait normal que nous recueillions leur avis sur ce qu'ils souhaitent en termes de compétences. Ça, c'est une chose. Certains peuvent créer leur structure. Là, c'est l'entrepreneuriat qui est également pris en compte dans nos enseignements ici. Il y a une autre forme également d'intervention des entreprises dans le cadre de votre formation. Ce sont les stages industriels, académiques. En l'occurrence, à Polytechnique, ici, nous en avons 3. Vous avez les stages ouvriers, les stages de 4e année et puis les stages de 5e année avec des durées qui sont variables. Ça va de 3 mois à 6 mois. Donc, voilà quelques aspects qui montrent que les entreprises sont présentes dans les formations. Et puis, vous avez des appuis qui sont des appuis ponctuels. Nous faisons appel à des professionnels en entreprise qui viennent en séminaire, en conférence, dispenser des enseignements sur des sujets qu'ils estiment être importants dans le cadre de votre formation. Voilà, de manière synthétique, l'intervention des entreprises dans les formations. Et pour ce qui concerne les programmes, pour mémoire, en 2015, il y a eu la grande messe de l'enseignement technologique qui a été organisée par le ministère et l'instance opérationnelle, c'était la direction de la communication avec le professeur Pelletier. On avait réuni toutes les universités d'État, toutes les IPES, pour justement, ainsi que les entreprises, par le biais de toutes les structures professionnelles, lors des ingénieurs avec TNT, etc. Les professionnels, le GICAM, les CAM, voilà. Tout le monde était là et on a pu dégager un consensus qui intégrait justement l'intervention des entreprises dans le cadre de cette formation. Voilà ce que je peux répondre à notre jeune étudiant. Il était davantage question de mode de formation. L'École nationale supérieure polytechnique a un mode de formation qui n'est pas exactement cela, mais tous ces modes de formation intègrent le milieu professionnel. L'intégration du milieu professionnel à l'école polytechnique, c'est davantage d'abord s'assurer que la base théorique est là. Ensuite, il y a un stage ouvrier, stage pré-ingénieur, stage ingénieur et consultation dans la réforme des programmes qui est moins visible par les étudiants. Cet aspect est moins visible. Par contre, dans sa question, j'ai perçu qu'il souhaitait qu'on augmente le temps de séjour en entreprise. C'est comme ça que j'ai perçu sa question. Maintenant, est-ce qu'on peut davantage augmenter avec le monde que l'école on renvoie la question, je pense, à l'instance fêtière, voilà, qui est dans cette réflexion, dans ces démarches-là, comme l'a dit M. Mais c'est intégré. Et dans les départements de spécialité, nous sommes constamment confrontés à ces questions-là. Parce que beaucoup de jeunes, comme ils suivent, ils se disent qu'est-ce qu'on ne peut pas basculer dans un mode de formation en alternance. Je pense qu'il faut une réforme, une réflexion, une réforme, ce qui nous concerne nous, qui avons une instance au-dessus qui est chargée de cette affaire-là. Mais jusqu'à présent, les retours, du moins ce que nous avons comme retour, des ingénieurs qui sont formés à Polytechnique, lorsqu'ils arrivent dans les entreprises, je pense qu'ils ne sont pas trop en retard par rapport à la connaissance pratique de ce qu'on leur demande. Parce que justement, les différents stages qu'ils font, les différentes interventions de ces professionnels-là que l'on invite, qui parfois sont vos aînés, concourent justement à faire en sorte que lorsque vous arriviez, vous, jeunes ingénieurs, ne soyez pas trop
utiliser. Je suis Zonko Yannick Aimé, étudiant en Master 2 de mathématiques et modélisation. Ma question s'adresse aux deux précédents intervenants en même temps. Parce que les deux, ils ont abordé le problème de l'assurance qualité. Plus qu'est-ce que nos institutions ici font pour s'arrimer aux normes internationales. Maintenant, ils ont aussi abordé la contextualisation des formations. Mais je n'ai pas beaucoup vu le développement de ce deuxième aspect dans leur propos. C'est-à-dire, je veux savoir, oui, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait pour que les formations soient vraiment adaptées au contexte local. Mais c'est un peu comme une clause de style, parce que l'industrie camerounaise n'utilise pas des machines différentes de celles qu'on trouve en Belgique, en France, aux États-Unis. Il se trouve seulement que lorsque nous formons au Cameroun, compte tenu des moyens que nous avons, nous les utilisons avec l'espoir que l'apprenant camerounais peut s'adapter autrement, même après sa formation. Ce que je voudrais dire en plus, c'est que l'idée qui consiste à penser que la formation, de manière ex-cathedra, que la formation incombe forcément au milieu éducatif, est en matière professionnelle quelque peu dépassée. Parce que les entreprises jouent un rôle de relais que nous appelons d'accompagnement, qui permet à l'apprenant, lorsqu'il a acquis les éléments, les connaissances de base, de pouvoir s'imprégner, se familiariser davantage pour améliorer ses compétences en entreprise. Parce que, évidemment, en tant qu'ingénieur, vous n'avez pas la possibilité de vous frotter à tous les types d'appareils que vous êtes susceptible de rencontrer dans le milieu de travail, dans un milieu de travail. Il faut tout simplement qu'on vous donne des prérequis nécessaires vous permettant de vous déployer dans tous les milieux, étant donné que, moi je suis juriste, je suis professeur de droit, étant donné que tout ce que vous avez, toutes les connaissances que vous arrivez à acquérir, puissent vous permettre de vous déployer, de vous épanouir dans n'importe quelle entreprise de votre domaine de formation. Cette contextualisation ne voudrait pas dire qu'il y a un ingénieur camerounais différent d'un ingénieur, je ne sais pas moi, allemand. Non. Elle voudrait dire qu'on vous donne des prérequis dans le cadre, avec les moyens dont dispose votre système de formation. Et après cela, à l'issue de votre diplomation, vous devez être en mesure de vous déployer au même titre qu'un ingénieur formé ailleurs dans tous les milieux qui vous sont proposés. En tout cas, là, pour saluer les questions des deux étudiants là, moi je suis très satisfait que vous ayez cette occupation dans la tête. Bon, vous voyez ma tête à moi, il n'y a plus beaucoup de cheveux. Ça veut dire que ça fait un certain temps que je suis dans ce secteur là. Quand je suis rentré à l'université, c'était déjà un problème, c'est la relation avec une entreprise. On cherchait comment faire pour que ça soit une réalité. Donc aujourd'hui encore, le problème persiste, hein, il n'est pas résolu. Mais que vous ayez cette préoccupation aujourd'hui dans votre tête, ça veut dire que quand vous serez à nos places, hein, le problème sera résolu. Hein. Donc pour moi, ça c'est vraiment un motif de satisfaction. La deuxième chose, bon, votre directeur l'a dit tout à l'heure, c'était la question comment contextualiser par rapport à un milieu. En fait, tout à l'heure, il a dit quand on élabore les programmes, on fait participer les acteurs du monde économique. On leur demande leur avis. Hein, et par rapport à ces avis qui viennent du terrain, on peut ajuster les programmes. Mon collègue de gauche a dit aussi pour le cas qui calme, la CTI, elle regarde tous vos programmes. C'est-à-dire on est dans un monde qui a complètement changé, c'est-à-dire
Quand on veut vous accréditer, on ne regarde plus si vous faites la résolution des problèmes affines ou... non, on ne regarde plus ça. C'est pour ça il y a un des aspects de notre réunion ici, c'est ce qu'on appelle les compétences. Alors moi j'ai bien aimé comment tu as présenté ta formation d'ingénieur, parce qu'il a dit, lui, dans sa formation d'ingénieur, il y a des choses qu'il privilégie. Il privilégie quoi? Il privilégie un ingénieur qui soit innovant. Un ingénieur qui développe l'esprit entrepreneurial. Tu vois, dans tout ça, on ne voit pas les maths. Mais pourtant, quand vous allez dans leur école, ils enseignent les maths, la physique, la chimie. Mais maintenant, il y a une certaine façon de décliner les choses. Et dans cette façon de décliner les choses, on répond à ta question aussi. Par exemple, lui, comme il a dit, hein, pour moi, je veux que mes ingénieurs soient innovants. Moi, je dirais, je veux que mes ingénieurs aient la capacité de s'insérer dans le monde international. Vous voyez? Mais pourtant, on va enseigner les maths de la même façon. Ça, c'est un point hyper important que vous devez retenir. C'est-à-dire que pour juger de la qualité d'une école, on ne regarde plus les programmes. Parce que les programmes, ça c'était une question, j'ai rigolé tout à l'heure. Vous auriez dû poser la question, c'est qu'est-ce qu'un bon prof finalement pour vous? On s'est posé la question, mais c'est à vous de répondre. C'est quoi un bon prof? Donc on ne va plus chercher à ce niveau-là, on cherche au niveau compétences. Qu'est-ce que je revendique moi comme établissement? Les compétences où je peux m'engager par rapport à une entreprise. Quand j'envoie un étudiant là-bas, il voit bien que cet étudiant-là, il est bien en langue, que cet étudiant-là communique bien avec des gens qui sont en Inde, parce que moi, dans mes compétences, je revendique l'international. Mon collègue a dit, lui, il veut des ingénieurs innovants. Mais quand vous vous engagez comme ça, vous l'écrivez en 10 lignes. Hein. C'est-à-dire en 10 lignes, vous marquez les compétences que vous revendiquez. Mais le jour où vous envoyez un étudiant ou un diplômé dans une entreprise, qui ne montre pas ses caractéristiques, vous avez à répondre. Parce que vous allez vous revendiquer faire des étudiants qui s'insèrent facilement de manière internationale, ils ne parlent pas anglais, ils parlent qu'une langue. Vous voyez? Ça, c'est donc la responsabilité des gens qui, aujourd'hui, forment des ingénieurs. On ne regardera pas si le prof de maths était bon ou si le cours de physique était... Mais il faut revendiquer ce qu'on veut comme typologie d'ingénieur. Et c'est par rapport à cette revendication qu'on signe un contrat, finalement même implicite, avec l'entreprise où on envoie l'étudiant. Donc quand l'étudiant va là-bas, s'il ne réussit pas, la faute revient d'abord à celui qui l'a formé, parce qu'il a formé pour être bon à l'international, mais alors que le gars est incapable de parler deux langues. On ne va pas rentrer, on va regarder ce qu'ils ont fait, les maths, est-ce qu'ils ont fait ceci. Non. Parce qu'il y a l'employabilité après. Cet enfant, quand il sort, est-ce qu'il va soit aller créer sa propre structure, soit il va intégrer une entreprise. Quelles sont les compétences qui sont recherchées? Et maintenant, comment est-ce qu'on lui donne ces connaissances-là, ces compétences-là? Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il peut te faire? Parce que moi, lorsque j'entends parler, parce qu'il faut davantage un secteur privé fortement développé. S'il n'y a pas ça, ça laisse les jeunes étudiants perplexes. Bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on me demandait de développer, c'est un petit peu complexe comme phrase, en développant parallèlement l'initiative étudiante et l'entrepreneuriat à des fins de maximiser l'employabilité de ces diplômés, les formations d'ingénieurs africaines présentent une caractéristique singulière à mettre en valeur aux yeux de l'Europe pour minimiser la fluctuation du marché de l'emploi sur ces territoires. Une première chose pour moi qui va donc concerner en quelque sorte cette question, c'est notre classement, évidemment. Une nouvelle école d'ingénieurs veut former donc des ingénieurs de haut niveau, international. On vient d'entendre M. Guetta nous donner les critères, notamment au niveau linguistique, et relevant le défi d'employabilité. Je crois comme nouvelle école, moi vous savez que j'étais avant dans l'enseignement secondaire, j'ai vu que le principal défi de tous nos élèves à l'époque, c'était en fait
c'est même pas de se former dans le supérieur, c'est d'arriver à un emploi qui soit intéressant. Et donc, si on crée une nouvelle structure d'enseignement privé et qu'on n'arrive pas à répondre à certains défis, en réalité, on va donner un coup d'épée dans l'eau et nous, tout simplement, on va mourir dans notre belle mort avant d'avoir commencé. Bien. Donc, un projet qu'on a essayé, bien pensé en tout cas, un IPES, donc créé par la congrégation Saint-Jean, qui est à la tête du Collège Vogt, qui est un prépa Vogt. Donc, on a vu déjà comment nos étudiants aimaient se répartir aussi dans l'enseignement supérieur à partir de prépa, puisque le prépa, il a un premier socle. Et puis, évidemment, un autre critère, le deuxième point, c'est de faire en sorte que la formation sur place soit plus accessible. On a avec prépa Vogt un schéma 2 ans au Cameroun, 3 ans à l'étranger. C'est très bien, ça fait l'internationalisme. Mais en réalité, c'est extrêmement coûteux de partir à l'étranger. Avec la perte de la taxe professionnelle en Europe, aujourd'hui, les formations d'ingénieurs qui à une époque coûtaient dans les 3 500, 4 000, 4 500 euros sont aujourd'hui passées pratiquement à 6 500 euros, voire 7 000 euros, c'est-à-dire plus de 4 millions de francs CFA pour l'école seulement, le prix de la pension. Donc vous excluez le prix de la chambre, vous excluez la vie sur place, etc., etc. Ça veut dire que vous êtes pratiquement rendu à une scolarité qui coûte à peu près 8 millions par an. Donc même si on déduit le fait qu'on peut avoir des stages rémunérés, il n'empêche que 8 millions par an, c'est pas pour tout le monde. Donc même nos formations sur place, elles peuvent sembler chères dans le privé parce que nous ne bénéficions pas d'aide de l'État comme dans les autres pays. Il n'empêche que ça doit être plus accessible financièrement et donc aussi limiter le départ des talents camerounais et africains vers l'Europe. Alors ensuite, le haut niveau et international, pourquoi? Parce que nous avons des tutelles de qualité, des écoles polytechniques, on remercie au passage de son accueil et de son accompagnement. L'Université technologique de Troyes, que vous connaissez sûrement puisqu'ils interviennent ici à Polytechnique et puis ils sont avec nous dans le projet Erasmus+. Et puis, les membres du projet Erasmus+, FOSFIC, là, désolé, la diapo est un peu trop grande, c'est mon cadre. Il y a évidemment le partenaire de CAC, l'ICAM, avec lequel nous sommes dans le projet FOSFIC, et puis les 3 universités européennes, l'Université de Sofia en Bulgarie, l'Université de Mons en Belgique et technologique de Troyes, donc en France. Alors la convention, donc des recrutements, on parlait des enseignants tout à l'heure, on essaye d'avoir de recruter des enseignants de qualité, évidemment, dans les structures de la classe. On essaie de recruter les nôtres propres pour donner aussi, comme on verra plus tard, directement aussi d'autres axes d'enseignement, notamment celui de la pratique. Recrutement d'enseignants, nous avons aujourd'hui au moins une dizaine de professionnels qui sont dans nos qui édictent par nos professeurs. Déjà aujourd'hui. Et puis, accessoirement, nous avons aussi un petit partenariat pour que quelques-uns de nos étudiants partent là-bas. Alors, dans le cas de ce qu'il disait tout à l'heure, avec l'UTT, nous sommes déjà dans la réflexion d'un petit pourcentage de Français qui seraient bien prêts à venir ici pour le tronc commun, passer une partie du tronc commun sur place ici au Cameroun. Et évidemment, on étudiera la solution en contraposé, comment certains de nos élèves d'ici pourraient aller faire un semestre à l'Université technologique de Troyes, pour l'instant dans le tronc commun, puisque c'est difficile pour nous. On est en 3e année, donc on est la première année ingénieur, hein, si je puis dire, si je compte les années ingénieurs après le Bac+2, nous venons de l'ouvrir, donc évidemment c'est difficile pour l'instant d'envisager plus. Le projet Erasmus+, donc j'avais déjà noté les partenaires, donc, hein, et cette démarche de qualité, donc, qui est censée nous accompagner, si je puis dire, toute catégorie, mais pour l'instant, on va aller petit à petit parce que l'argent ne tombe pas encore du ciel. J'espère qu'il va tomber du ciel, mais ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est juste des petits schémas des bâtiments. Ça serait plus un bâtiment administratif, plus laboratoire, plus salle de cours, sachant qu'aujourd'hui, dans la conception nouvelle des écoles d'ingénieurs, on essaye de tout mêler pour que les étudiants aient toujours à côté d'eux une personne. Cette formation à l'entrepreneuriat, donc, on a des interventions industrielles 1 fois par mois et 6 fois dans l'année. On a des ateliers sur les lettres de motivation, le CV, etc. On a la discussion. Et le parcours de création d'entreprise au CFCE.
On a des projets de création d'entreprises qui seront obligatoires à des moments clés du parcours. Et en fait, on a aussi tous les apprentissages, j'allais dire, de la vie en entreprise, sur les savoir-faire transversaux. Vous voyez, la gestion par objectif, la garde. C'est bien d'avoir un jeune, mais s'il est juste compétent techniquement, qui ne sait pas donner un plan d'action, qui ne sait pas se projeter dans le temps, dans les coûts, dans le nombre de personnel dont il a besoin, etc., c'est un petit peu irréaliste. Donc former à la vie en entreprise et pas seulement à être compétent techniquement, à s'insérer dans les désidératas d'un patron. Un patron à vous dire, voilà, tu dois faire par exemple, on avait, je ne sais plus, Patrick, ceux qui devaient nous, à une époque nous mettre le réseau chez nous, là, comme il s'appelle l'entreprise. C'était... Parce que c'est juste un surspécialiste de la sécurité qui va l'employer. Quelques entreprises européennes extrêmement ciblées qui vont avoir besoin de la super sécurité. Mais la plupart du temps, même si vous donnez un super sécuritaire, au début, il va falloir que vous frottiez au marché de l'emploi, puis petit à petit, vous trouviez votre place et que vous croissiez dans cette demande-là. Donc voilà. Alors, les standards que nous visons sont-ils adaptés au contexte culturel et entrepreneurial africain? Je crois que c'est une question qu'on doit perpétuellement se poser quand on met au point nos programmes pour savoir si on construit de manière réaliste pour sur place ou pas. Et puis, comment les implémenter? Alors après, les freins peut-être au niveau national, peut-être des différences de conception de la formation universitaire. Quelquefois, on a des lieux où les visions sont un peu passéistes. Je ne dis pas du tout de Polytechnique avec lequel on s'entend très bien et qui sont vraiment tout à fait ouverts aux solutions, mais on sent parfois, en rencontrant certaines personnes, qu'il y a quelquefois justement des cadres de formation, quelquefois des programmes qui sont fixes dans un monde qui évolue tous les jours. Donc un programme, en fait, il est presque fait pour être changé. C'est des manières de faire, des processus qui sont à légiférer et à objectiver, mais la plupart du temps, vous le savez bien, l'intelligence artificielle est en train de chauffer aujourd'hui, mais il y a 2-3 ans déjà, ça n'était pas le cas. Vous avez les nouvelles processus de sécurité en mathématiques, là, qui s'appellent les, j'ai oublié quoi, là, les blockchains. Le blockchain, cherchons en ce moment, le blockchain, ça n'existait pas il y a 4 ans. Il y a 3 ans, le blockchain, on ne savait pas. Donc, comment est-ce qu'on va se mettre là-dessus? Quelquefois, il y a dans l'administration, c'est pas toujours très facile. Le taux de pauvreté qui est significatif, qui fait que forcément le dynamisme industriel n'est pas celui d'un pays où il y aurait beaucoup plus de richesses. L'environnement des affaires qui n'est pas toujours facile, ça fait partie de votre formation. Comment vous allez faire du commerce en ligne? Et on veut faire du commerce en ligne, c'est très bien. Comment vous êtes sûr que celui qui a dit qu'il va vous livrer, va vous livrer, et que celui qui a dit qu'il va vous payer, va vous payer? Si vous ne prenez pas ça en compte quand vous allez faire votre appli de commerce en ligne, elle va être inopérante parce qu'elle est inadaptée à l'environnement des affaires et de l'économie des affaires et au taux de pauvreté que nous avons ici. Il faut sécuriser d'une manière particulière. Votre appli, ça ne sera pas la même. Donc, la politique restrictive en matière de visa, on l'a dit. Le cadre législatif, parfois peu propice aux affaires. Beaucoup d'entreprises internationales ont peur des protections que leur donne le droit ici. Ce n'est pas toujours très facile de se faire rendre justice. Et puis, absence d'aide à l'initiative dans l'enseignement supérieur. Il y a très peu d'aide de financement. Forcément, on est dans un pays qui n'a pas beaucoup de moyens déjà pour lui-même. Alors, aller aider le privé, c'est évidemment beaucoup demandé. Maintenant, les freins au niveau international, la difficulté à trouver des financements pour les établissements privés auprès des structures internationales. L'aide Erasmus, moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Si je n'avais pas eu comme partenaire l'Université technologique de Troyes et puis ici même Polytechnique, je ne suis pas sûr que ce projet Erasmus aurait jamais vu le jour. Si vous n'avez pas quand les projets aujourd'hui ne sont pas portés par des États, en gros, ils sont inopérants. Or, le privé aujourd'hui représente une offre d'emploi et un dynamisme qu'on ne peut pas juste ignorer. Merci pour votre aimable attention. Révolution industrielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les coins de rue, il suffit que tu aies une connaissance, et on cherche à transformer cette connaissance, à rendre cette connaissance économique. Et donc, il y a des gens qui ont créé des écoles de chimie,
qui ont créé, parce qu'ils étaient ingénieurs électriciens, ont créé des écoles d'électricité. Et donc il y avait des écoles partout, il suffisait que tu aies un savoir, et la révolution industrielle étant là, il fallait répondre aux besoins, mais on exploitait toutes les connaissances pour soit monter les entreprises, soit monter les écoles, pour alimenter le système. Et donc, prolifération des écoles. Hein, d'où, pour vous donner un exemple d'une école que je connais très bien, mais que le Cameroun commence à connaître aussi, c'est les Sigelec. Les Sigelec, c'est 1901. Vous voyez, la CTI vient après, 34 ans quasiment après, quoi. Mais beaucoup d'écoles aujourd'hui, en France, c'est des écoles 1901. Parce qu'il y avait des besoins, il fallait qu'il y ait ces besoins. 1934, c'est aussi quelque chose, vous qui avez fait l'histoire, c'est entre les deux guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale vient, ça bouleverse encore les choses alors que ça fonctionnait à peu près, quoi. Et finalement, la CTI, pourquoi elle est née? Eh bien, elle est née justement pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, parce que tout le monde était capable de créer une école, tout le monde était capable de créer une entreprise. Donc la CTI, elle est venue là pour justement, dans une approche qualité, à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais c'était une approche qualité, c'était mettre un référentiel pour que les écoles puissent respecter ces référentiels avant d'être accréditées par le ministère de l'enseignement. À l'époque, ça ne s'appelait pas du tout comme ça. Vous verrez que tout à l'heure, quand je vous disais que les problèmes sont jamais résolus, on tombe toujours sur les mêmes problèmes. Mais votre problème de relation école-entreprise, moi j'ai connu ça quand j'étais bébé. Hein. Donc, quand c'est le père qui parlait de l'intelligence artificielle, mais c'est pas nouveau, on parlait déjà de l'intelligence artificielle il y a quelques années, sauf qu'aujourd'hui, on voit des applications, et on voit ce que ça peut produire. Et donc du coup, l'intelligence artificielle revient comme un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui est... ouais, c'est très très vieux. Sauf qu'aujourd'hui, on voit des applications. Hein. Autre chose, et ça me trouble des fois, je manque de sommeil. Vous savez que vous avez entendu parler le GAFA, non? Le GAFA, Google, Amazon, Facebook. L'école, l'entreprise est là. L'entreprise est là. Et leur problème, c'est souvent que les étudiants ne terminent pas les études parce que ils sont absorbés par les entreprises. Si puis là on maîtrise, mais il y a DEC à côté ou DEL qui a un truc à faire, hop, ils s'en vont travailler et ils ne continuent pas les études. Et donc eux, la proximité avec les entreprises, c'est quasiment naturel. Ce qui n'était pas le cas en France, mais en France, il y avait une spécificité, c'était l'ingénieur généraliste. C'est ce que, moi quand je vois ce qu'on vous fait ici, c'est que vous êtes des généralistes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, en sortant de l'école, si vous êtes informaticien, capable directement de gérer un projet informatique, mais vous avez le background qui vous permet, même à un certain moment, de dire « mais j'ai fait de l'informatique, je ne vais pas aller faire du réseau ». Vous voyez ? Ce background-là, ça vient de ce que j'appelais tout à l'heure les supports de base, les mathématiques, la physique qu'on vous fait, où on ne voit pas directement l'impact, mais quand vous êtes ingénieur, c'est ça qui vous permet de rebondir en cas de crise. Donc il y a eu un phénomène, mais ça je vous parle des choses que j'ai touchées comme ça, comme une touche de table. Toute une génération absorbée par les États-Unis. Alors donc du coup, quand vous dites, j'ai encore vu ça dans l'exposé du père Hervé, pour moi la fuite des cerveaux, c'est un faux problème. C'est un vrai faux problème. Parce que les gens vont toujours au plus offrant. Et nous, aujourd'hui, on vous forme pour ça. La CTI, par exemple, dit, j'ai beaucoup aimé la présentation que vous disiez tout à l'heure, n'exige pas, parce que si vous faites ça, vous enfermez les écoles. Si vous dites à les écoles, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, vous étouffez l'innovation. Vous étouffez la créativité. Et la CTI définit un format générique de l'ingénieur. Sans demande du gouvernement camerounais, la CTI ne peut pas mettre CTI ici, dans un établissement quelconque qui commence à faire l'accréditation. Première phase pour demander l'accréditation, c'est le gouvernement camerounais qui écrit au gouvernement français
dire, moi j'ai un établissement, ça vaut peut-être le coup de voir si vous pouvez l'accréditer. Une fois que cette première phase est faite, donc le gouvernement français touche la CTI regarde si la demande est recevable ou pas. Si la demande est recevable, elle vous demande de lui envoyer un dossier pour mieux vous connaître. En général, c'est un rapport d'auto-évaluation, avec des critères, des références bien étudiées par le CTI. Une fois que vous avez rempli ce dossier, la CTI se réunit là-bas, et dit bon, voilà, cette école, vous envoyez ce dossier-là, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc ils regardent là, cette fois-ci sur les critères, et quand vous êtes éligible, ils envoient une équipe. Je voulais vous montrer cette équipe. Là j'insiste, vous verrez pourquoi. Il y a autant d'entreprises que de profs. Dans cette équipe-là, qui vient pour auditer, il y a autant d'entreprises que de profs. C'était pour vous faire un clin d'œil. Mais elle n'est pas complète cette équipe s'il n'y a pas un étudiant. Il y a un étudiant là-dedans. Parce qu'on va pour auditer une école. Dans une école, il y a des étudiants. Ce sont les étudiants qui reçoivent cette formation, donc ils sont mieux à même de guider. Je suis à Polytechnique, il peut vous dire, hein, vous allez pleurer. Alors ici, l'effet de surprise fait que, puis bon, on a quand même cette mentalité en Afrique de tout prendre de façon zen. Mais en France, quand on dit que la CTI passe, pendant 6 mois, vous bouffez de la CTI à tous les repas. Les gens tremblent. Parce que quand ils vont passer, témoigner, ils ne laissent rien passer. Ils ne laissent rien passer, ils vous disent oui, mais ça, vous avez mis dans le document, vous faisiez ça, mais vous... Ils prennent les élèves à part. Hein. Ils disent aux élèves, oui. Ah là, les élèves, c'est l'occasion de dire, ah ouais, tel prof. Ah oui, l'école ne fait pas ça, oui, etc. Mais ils prennent vos propos, mais de façon pondérée, parce qu'ils savent aussi quand ils vous provoquent, quand ils vous excitent comme ça, dans votre réponse, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Donc ils passent tout en revue. Okay, et c'est seulement après ça, ils partent maintenant en commission à Paris, et ils disent, bon voilà ce qu'on a vu. Et cette commission-là, dans cette commission, il y a même des gens qui n'étaient pas sur place, qui vous disent, ah ben c'est ok, ou c'est pas ok. Donc chez vous ici, il y a eu 4 formations sur 6 qui ont été accréditées. Ça, je vous jure, c'est pas du cadeau. Et c'est à vous aussi de porter ce message. Et en fait, en Afrique subsaharienne, le Cameroun est le premier pays à être accrédité. Polytechnique, je dis même le Cameroun, Polytechnique est la seule école à être accréditée. La première en Suédois. Il y a 2 sillons. Non, ouais, mais c'est pour ça, c'est bien de me dire ça. Polytech est la première école à être accréditée de cette manière. Historiquement, il y a eu une école qui s'appelle 2IE au Burkina Faso. Mais au Burkina Faso, ça ne s'est pas du tout passé de cette façon. Au Burkina Faso, il y a une école qui s'appelle 2IE. Et dans le conseil d'administration de 2IE, il y a le ministère des Affaires étrangères français. Et c'est ce ministère qui a donné beaucoup de moyens à cette école, qui a dit qu'il faut que cette école soit accréditée. Et donc, il nous donne, comment je dirais, une voie possible. Vous-même ici, dans cette école, il faut le dire, c'est que dans cette école, il n'y a pas eu de la CTI. Une note première, c'est que les masters de Polytechnique ont été accrédités par le HES, c'est-à-dire le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche scientifique français. Vous voyez que vous avez énormément de fierté. L'information qu'on vous donne, même si vous ne croyez pas vos profs, mais ces formations-là ne tombent pas du ciel. Mon père, excusez-moi. Mais c'est travailler à partir des besoins, c'est travailler à partir de vos anciens qui reviennent. Tous les anciens sont en contact avec l'école. Ils disent non, mais il faut plutôt appuyer de ce côté-là. Et bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais il n'y a aucune école au monde qui sait tout faire. Hein? Donc, soyez fiers de votre formation, soyez fiers de ce qui se passe dans votre école, et parlez-en. Ok ?
après-midi à tous. Gatien Bidjel Junior, 3e année génie civil ici à l'école. J'aimerais savoir, monsieur, la date de validité du projet CTI dans une école, elle peut durer combien d'années? Alors en fait, l'accréditation. En fait, quand la CTI l'accrédite, c'est c'est variable, enfin, pas trop, c'est soit 3 ans, soit 6 ans. Et donc après cette durée-là, il faut renouveler la demande, donc nouvelle procédure, audit, etc. Et ici, à l'ITEC, c'est 3 ans. La durée, c'est 3 ans. Le renouvellement est un peu... 3 ans, c'est pas tout, hein, il n'y a pas que ça dans le cachet. Des fois, vous avez remis ça de rapport, et eux, ils vous font ça de recommandation. Mais, ils savent bien que vous ne pourrez pas, au bout de 3 ans, de 6 ans, répondre à toutes ces recommandations. Ce qu'ils voudraient voir, c'est que vous avez quand même écouté, vous avez essayé de faire certaines choses. Si vous avez essayé de faire certaines choses, bon, ça suffira. Vous leur donnez une première fois, pourquoi pas une deuxième fois, mais il faut montrer que dans toutes les recommandations faites, il y a des choses auxquelles vous êtes vraiment attaqués. Bonsoir. Là, Michel Embarqué m'a dit j'ai 2 questions. La première question s'adresse au ministère, au gouvernement du ministère. Bonsoir, monsieur. J'aimerais, tout à l'heure, vous avez parlé au niveau des agences pour le contrôle qualité. Vous avez parlé que le ministère peut être en même temps juge des parties, c'est-à-dire créer des formations et elle-même contrôler la qualité de cette formation. Et une des solutions, c'est de créer des agences qui vont assurer ce contrôle. Là, je me pose cette question, comment assurer donc l'indépendance de cette agence qui elle-même est créée par le ministère? Parce que nous sommes au Cameroun. La question est pertinente. Non, le pôle d'impulsion de création. Pour que un organisme soit, nous appelons ça en droit les administrations publiques, les autorités publiques indépendantes, elles ne peuvent être créées que par décret. Le ministre va proposer un texte qui sera créé de manière à ce que les personnes qui sont nommées à ce poste soient dotées d'une indépendance qui leur permet de se mouvoir sans avoir besoin forcément de l'avis du ministère. Nous avons des organismes comme ça au Cameroun qui ne dépendent que du président de la République, entre guillemets, et qui n'ont plus rien à voir au niveau des ministères. J'ai dit, l'administration, le ministère ne peut pas être juge parti. C'est l'administration qui crée les établissements. Il crée Polytech, il crée la FGI à Douala, il crée ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'administration, le ministère qui donne les moyens. On ne peut pas lui dire d'aller encore évaluer l'établissement qu'il a créé pour lui donner l'accréditation. Il laisse donc la possibilité, le ministère, il laisse la possibilité à des organismes indépendants comme la CTI pour venir voir ce qui a été fait de sa création. C'est ça l'esprit. Deuxième volet. La pratique par rapport à l'accréditation de la CTI. Est-ce que ça veut dire que moi, ingénieur camerounais sorti de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, je peux aller déposer une demande de travail dans un autre pays que le Cameroun qui reconnaît cette CTI? Au point de vue académique, ça va. Il y a d'autres aspects, notamment les aspects juridiques. Mais aujourd'hui, tu es capable de... Et moi, j'ai vu, par exemple, une entreprise en France qui a besoin de... Mais ça, c'est des choses qui arrivent, en fait. Il y a des entreprises en France, dans certains secteurs, ils vont vouloir un Camerounais. On dit, lui, là, comme il a souffert, s'il vient ici, il va faire le boulot. Ils peuvent s'occuper de la partie juridique, sachant que la partie académique est couverte par l'accréditation CTI.
Un dernier. Troisième année génie civil. J'avais un souci. La dernière fois, j'étais chef de classe qui était au MSP. Avec l'ancienne direction, on nous a expliqué que quand on renouvelle l'accréditation, c'était au nouveau contrôle, on doit avoir un point de plus que la note qu'on a donnée la fois précédente. Je ne sais pas si je me trompe. La note doit être meilleure qu'à la vérification. Alors, il faudra apprendre, mais moi je ne m'encombre pas de ce genre de détails. Pour moi, je vous ai dit, la CTI vous fait des observations, et quand ils reviennent la fois d'après, ils regardent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait des observations? Et eux-mêmes, ils savent que tout n'est pas faisable. De toute façon, quand ils font ça, ben, ils donnent au chef d'établissement. C'est le chef d'établissement, en fonction de ses moyens, de ses aspirations, de sa politique, qui va dire, ah mais ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Donc, ils voient si vous avez évolué ou pas. Voilà, il faut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez évolué, vous avez fait évoluer le système, vous avez amélioré, c'est tout. Hein. L'histoire de un point, là, c'est trop complexe. Oui, donc je pense que c'est ça, parce que si on a un point, ça veut dire qu'il faudrait avoir évolué. Donc moi, je voudrais savoir, s'ils reviennent et qu'on est exactement au même niveau et qu'on n'a pas pris ça en considération, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont gueuler. Et on gardera l'accréditation quand même. Je pense que c'est ce qu'il veut dire, le jeune. Non, mais justement, s'ils viennent, on vous a fait des observations et vous n'avez rien fait. Vous savez ce qu'ils vont vous faire? Moi, j'ai déjà suivi ça. Ils nous ont fait des recommandations, c'était sur... Ah ouais, on avait un système de formation continue qui était ISO 9000. Hein? Et ils ont dit, mais pourquoi vous restez au niveau formation continue? Ce serait bien de faire ça au niveau... Ils sont revenus 6 ans après, on dit toujours pas fait. Mais à votre avis, ils me disent, mais pourquoi vous n'avez pas fait? Vous expliquez. Vous expliquez que le système continu n'est pas le même que le système initial. Si on fait ça dans le système initial, on risque ceci, cela. Vous expliquez. Après, eux, ils vont dans leur coin. Ils disent, bon, ils ont leur piquant, ils ont travaillé, oui, non. Ma question a aussi à peu près deux volets. Donc, le premier volet, c'est est-ce qu'il y a des cas de figure où on peut retirer une accréditation qui a été accordée à un établissement? Maintenant, le deuxième volet, au cas où l'accréditation serait retirée, donc quelle serait la conséquence sur peut-être les opportunités pour les étudiants qui vont sortir des établissements? Bon, en général, il faut éviter de la perdre. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais vous savez, une des meilleures écoles en France, c'est Polytechnique. La CTI avait retiré l'accréditation à Polytechnique. Mais c'était en procès, ça fait des procès pendant 3-4 ans. Parce que, oui, procès, hein, tribunal. Parce que les autres n'acceptaient pas Polytech. Hein. C'est une ils ont retiré le truc. Parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un directeur arrogant qui créait quasiment la référentielle à lui parce qu'il était puissant. Il dit bon, mais comme tu regardes, c'est juste que moi. Ils ont retiré. C'est un procès qui a duré 5 ans. Ah ouais, la réponse est oui. Mais alors pourquoi il faut éviter de la perdre? C'est l'être humain est ce qu'il est en fait. Vous verrez qu'autour de vous, on parlera de vous que de ce que vous faites mal. Hein? Mais dans ce que vous faites bien, il n'y aura que très peu de gens qui vont s'intéresser à ça. Et donc là, aujourd'hui, Polytech est accrédité. Moi, je n'entends pas ça partout dans les radios ou dans les télé. Ouais, alors je vais mais le jour, voilà, le jour où vous perdez ça, ils vont vous suivre partout. Bon, ça, vous pouvez échanger encore avec eux. On a encore Au nom de monsieur le directeur de l'École nationale supérieure polytechnique, je veux dire notre satisfaction d'avoir accueilli cet atelier. Hein. Je m'adresse au représentant de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Institut Saint-Jean, ainsi qu'aux étudiants, sur une thématique en fait qui est une thématique fédératrice. Nous sommes tous des acteurs avec un but,
c'est la qualité de la formation des ingénieurs. Avec le cap qui nous est donné par le ministère. Et notre travail, tous nos efforts sont concentrés là-dessus. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris part à cet atelier. De ce projet, à tous les participants, je voudrais justement au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et spécialement du directeur des accréditations universitaires et de la qualité, vous adresser mes félicitations pour l'organisation d'un tel atelier. Je ne me trompe pas à penser que le ministère encourage toujours et accompagne ce genre d'initiative, si tant est que le problème d'accréditation constitue aujourd'hui au ministère un problème clé dans la mise en œuvre du paradigme d'assurance qualité. Je voudrais espérer qu'à la suite de l'école polytechnique, d'autres écoles de formation vont emboîter le pas et que ce sera toujours avec le même engouement que les uns et les autres pourront prendre part à de telles activités. Je suis convaincu que le ministre et tous ses collaborateurs seront toujours aux côtés de ceux qui sont à la tête de telles initiatives pour les accompagner. Et c'est sur ce que je pense qu'on peut considérer que nous avons bien effectué notre travail et que c'est le mot de fin qui clôture nos activités. Je vous invite tous en bas. Ah, tu es trop devant là. Allez, tu me vois. Thank you.